Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 Cube Radio. 1877-827-2346. J'avais hâte de te poser la question, Guillaume Lavoie, parce que le Canada, 51e État, OK, je suis. Le canal de Panama, moins de tarifs, OK, intérêt économique. Avoir le Groenland. La première fois que M. Trump dit ça aux États-Unis, laisse flotter cette idée-là, mais je te comprends que d'un point de vue juste logique, géostratégique, je la comprends pas, celle-là. Bonjour Alexandre. Écoute, on pourrait écrire cette chronique-là pour quelques arpents de glace. Et non, le Groenland, je sais que ça a l'air un peu surprenant pour nous. On n'a pas l'impression qu'il y a grand-chose là. Mais et on pourrait excuser ou essayer de comprendre Trump plus tard. Mais tu sais, Alexandre, c'est une très vieille idée en politique américaine. La première présidence à avoir fait part de ses désirs pour acquérir le Groenland, et là, on va remonter là dans Autrefois jadis, c'est Abraham Lincoln. Oh, avec son secrétaire d'État, William Seward, qui est celui qui avait acheté l'Alaska. L'Alaska, on l'oublie, mais ça appartenait à la Russie. La Russie ne savait pas trop quoi en faire. À l'époque, on s'imaginait pas que ça avait une valeur stratégique, des ressources naturelles exceptionnelles. Bref, et l'Alaska a été vendu aux États-Unis. Et c'est William Seward qui a été un peu le champion de ça. Alors, une fois qu'il avait regardé du côté ouest, il a aussi regardé du côté est. Et quel est l'énorme morceau de terre juste au nord-est des États-Unis? Évidemment, une fois qu'on passe par-dessus le Canada, c'est le Groenland. Et il y avait eu cette première, pas tentative, mais demande polie, correcte, en disant ce territoire-là, nous voudrions l'acheter. Serait-il à vendre? Un peu comme Jefferson avait fait ça avec Napoléon pour acheter le territoire de la Louisiane, qui était à l'époque le tiers du territoire américain actuel. Et ça a toujours été un refus. Et cette demande-là est revenue au fil de plusieurs présidences. Et ça a été c'est devenu particulièrement aigu pendant les périodes de guerre. Parce que, évidemment, ça peut être une base navale. Ça peut être une base à partir du moment où l'aviation devient un cadre incontournable du positionnement militaire. Première Guerre mondiale, mais définitivement la deuxième. Et sous Truman demande de nouveau, et faute de pouvoir l'acheter, ou comme ils veulent pas vendre, il y a eu chez les Américains toujours cette volonté de dire, bon, ben, est-ce qu'on peut pas faire un accord et on va aller s'installer? Les États-Unis ont des bases militaires à peu près partout sur la planète. Et là, vous allez voir que selon les moments du positionnement des bases, vous avez une fenêtre sur l'histoire du monde. Il y a un moment où il y avait beaucoup de bases en Europe, évidemment. Un peu avant, beaucoup de bases militaires sont apparues au Moyen-Orient. Pour aucune raison et coïncidence, ça correspond au moment où le pétrole devient une ressource stratégique. Tiens donc. Et là, vous voyez beaucoup de bases en Asie du Sud-Est. Et là, on reparlera de Taïwan et son importance stratégique. Et tu sais, Alexandre, c'est un peu particulier quand Trump dit pour la sécurité nationale, il faut que le Groenland nous appartienne, puis il peut pas y avoir de débat là-dessus. Il y a plusieurs éléments. Là. Il y a l'aspect, disons, appelons ça le positionnement dans cette zone qui s'ouvre devant nous, qui est l'Arctique. Positionnement sécuritaire. Mais la vraie sécurité aujourd'hui, elle est aussi économique. Et le Groenland, c'est des ressources de minéraux très importantes. Ce sont des ports en eau profonde pour le commerce. Et alors, en réaction au positionnement russe ou au positionnement chinois, il y a la volonté d'être là. Mais là, il faudrait peut-être expliquer à M. Trump que les Américains sont déjà pas mal présents au Groenland. Là. Ouais, et c'est tu ça. sais, Alexandre, à Thule. Alors, vous savez, Thule, T-H-U-L-E, ce n'est pas que des boîtes en plastique dans lesquelles on peut mettre nos skis pour aller faire du ski l'hiver. Là. C'est aussi le nom d'une ville au Groenland. Et là où il y a, entre autres, une base de l'armée de l'air américaine, US Air Force, et c'est, en termes de pieds carrés, la plus grande de tout le Pentagone. Elle est gigantesque. Je suis allé. Alexandre, c'est du tarmac à perte de vue. Là. Wow. Alors là-dessus, on a fait pousser de l'asphalte à la grandeur. Et il y a même sur la base ou un peu à côté je ne sais pas comment vous le décrire, ce sont comme des édifices de peut-être 15-20 étages
recouverts de matériel réfléchissant. Ce sont des radars, ça a l'air sorti d'un film de James Bond. Alors, les Américains sont quand même pas mal présents au plan militaire. Et là, la question, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir des enjeux, des garanties de sécurité au plan commercial sans devoir posséder le territoire? C'est ça qu'il va falloir que M. Trump voit. Là. Puis là, on change peut-être de track quand c'est à son cadre de réflexion. Mais j'y vois, Alexandre, j'appelle ça un réveil pour le Canada. Parce que l'intérêt de M. Trump, qui dit qu'il faut absolument posséder le Groenland parce que c'est le positionnement pour le contrôle de l'Arctique, c'est des ressources naturelles, c'est des minéraux stratégiques. On pourrait dire la même chose du Canada. Et là, le réveil que nous, on a besoin, c'est on peut pas d'un côté se féliciter, puis je l'écoute en anglais toujours, là, from coast to coast to coast, cette espèce de valeur romantique que le Canada, c'est ce grand pays avec ce territoire gigantesque qui va jusqu'au pôle Nord. Si t'es pas prêt à assumer l'occupation de ce territoire-là, sa capacité de le contrôler, de le défendre, ben ça vient avec, je dirais, dans le monde des adultes, ça vient avec une facture, ça vient avec un déploiement. Alors, c'est peut-être une occasion pour nous de prendre conscience du territoire national et des obligations qui viennent avec. Ouais, puis j'en profite vite aussi, Guillaume, pour te demander, qu'est-ce que tu as pensé de la réaction à date des politiciens aux frasques de Trump? Là, on se comprend qu'il a comme utilisé le Canada comme son laboratoire en commençant avec les pics sur Truth Social, les déclarations intempestives, puis après ça, des petits surnoms puis une petite image générée par intelligence artificielle pour se moquer. Il a fait ça ici du Canada. Il a commencé à faire la même affaire avec le Panama. Hein? Il y avait une image, encore une fois, génération d'images par intelligence artificielle, un drapeau des États-Unis sur le canal de Panama, le canal des États-Unis d'Amérique. Là, c'est après ça, c'est le Groenland. Mais le Panama et le Groenland, leurs dirigeants ont réagi à M. Trump. Ils lui ont répondu à mots couverts en disant « Ben non, ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Le territoire nous appartient, le canal, c'est à nous. » Le Canada n'a pas fait ça. Justin Trudeau n'a pas fait ça. Qu'est-ce que tu penses de la tactique ou l'absence de Justin Trudeau? C'est une bonne question. Peut-être qu'il y a plusieurs théories. Évidemment, il y a une théorie que moi, j'écarte tout de suite, là, c'est-à-dire, c'est comme si le nouveau président du Panama, qui a été réélu il n'y a pas longtemps, le premier ministre du Groenland ou la direction politique au Danemark, était beaucoup plus costaude, beaucoup plus fier que le premier ministre du Canada, qui lui serait à plat ventriste. J'adosse pas vraiment, je donne pas beaucoup de crédibilité à cette théorie-là parce qu'elle est peut-être trop facile. D'abord, peut-être que dans le cas du Canada, c'est davantage une blague un peu intempestive qui vise à énerver puis à insulter. On pourrait peut-être accorder davantage de sérieux à la thèse du Panama et du Groenland. Alors, les réponses sont au niveau du sérieux de la chose. Okay. L'autre élément, je pense que nous sommes sur la planète, et là je parle le Canada avec un grand K, je pense que nous sommes les plus grands experts des États-Unis. C'est nos voisins, nous avons une des économies les plus intégrées avec les États-Unis, infiniment plus que le Panama, infiniment plus, bien sûr, que le Danemark. Alors, il y a peut-être moins de choses en jeu qui permet, si c'est pas absolument essentiel et complètement intégré à ton commerce, rappelons ça, la moitié de notre richesse collective, c'est des exportations, le 3/4 de ça s'en va aux États-Unis. Alors, comme nous sommes totalement intégrés, peut-être qu'on a un peu plus à perdre à faire un jeu d'enfant. Alors, ça nous oblige à être un peu plus posés, peut-être parce qu'on les connaît mieux aussi. On le sait, nous, que quand le président américain parle, c'est important, mais il n'est pas le seul à décider. C'est pas un réflexe qui est également partagé, par exemple, dans l'Union européenne, dans la classe politique. Et l'écosystème n'est pas le même non plus. Et le niveau de sensibilité peut jouer. Regardez, par exemple, Doug Ford, qui disait « On va arrêter les exportations d'énergie aux États-Unis. » Ah oui, c'est peut-être plus facile pour M. Ford de dire ça, qui partait en élection d'ailleurs, ou qui se prépare peut-être à aller en élection, que la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba, le Québec, qui, eux, sont des gros exportateurs d'énergie. Ça ressemble un peu, je pense beaucoup, Alexandre, à ce monologue d'Yvon Deschamps, quand il surprend sa femme au téléphone en disant « Faites-vous-en pas, samedi matin, 8h, oui, mon mari va être là. » Alors, quand c'est vous qui êtes sur la ligne, ça vous oblige peut-être à être davantage posé et sérieux. Puis là, je pense qu'on est bien servi
par notre grande connaissance et expertise de la relation avec les États-Unis. Et là, on l'oublie un peu parce que on parle de Donald Trump, mais il est le président désigné. Il n'est pas encore en poste, hein? C'est le président élu, mais c'est pas lui qui est en poste. C'est un gars qui s'appelle comment? Joe Biden, ouais, c'est ça. Ouais, il est encore là, lui, il est encore président. On le voit de moins en moins. Il y avait même des articles qui sont parus, entre autres, je pense, dans le Washington Post, dans le Wall Street Journal, où on disait que sa santé, là, ça s'est pas amélioré. Il continue de faire des petites déclarations. Hier, il a parlé pour commuer des peines de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a comme impact? Oui, d'ailleurs, il y a de plus en plus d'articles qui commencent à sortir comme quoi on aurait surprotégé Joe Biden, bref, qui est comme dans une espèce de bulle, et ça bien avant qu'il décide de se retirer. Et là, il commence à y avoir, a posteriori, une colère contre ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de problème avec Joe Biden. Et là, la question, c'est pas est-ce qu'il était capable d'être président maintenant, c'est est-ce qu'il était assez bon pour être président pour encore 4 ans, là. Mais bref, il est toujours président. Et parmi les pouvoirs de la présidence, on en a beaucoup parlé, il y a ce pouvoir du pardon présidentiel. Et le pardon présidentiel, ça peut être la totale, disant toutes les fautes au plan criminel et fédéral que vous auriez pu commettre, actuelles ou futures, vous êtes pardonné. Mais il peut aussi changer des sanctions. C'est-à-dire, le typique, c'est des condamnés à mort, que l'on va dire, à partir de maintenant, je prends votre peine de condamnation à mort et j'en fais une peine de prison à vie, donc une réduction des peines. Et il y a 40 personnes qui sont dans le corridor de la mort dans le système carcéral américain au niveau fédéral, et Joe Biden a décidé d'en pardonner 37, en disant, vous étiez condamné à mort, vous serez maintenant condamné à la prison à vie. Et là, ça amène toutes sortes de questions fort intéressantes. D'abord, c'est une bonne utilisation du pardon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion personnelle ici, c'est un geste davantage politique au sens noble du terme, et la peine de mort au fédéral avait été suspendue par la Cour suprême en 1972, ramenée comme une pratique légale à partir de 1988, et depuis ce temps-là, il y a à peu près 70 personnes qui ont été dans le corridor de la mort, 16 personnes qui ont connu la finalité, et Joe Biden ici en fait vraiment un geste politique, bon, et il en parle beaucoup, les catholiques pratiquants. La position de l'Église catholique romaine est assez conséquente sur la vie, le caractère, je dirais, sacré, absolu de la vie. Pas d'avortement, pas de peine de mort. Joe Biden s'en va rencontrer le pape tout de suite là, au début de la prochaine année. On disait quels sont les voyages qu'il va faire là, qui sont très, très importants pour lui. Et il y a toujours une intervention du Vatican dans ces cadres-là. Donc, les deux sont certainement liés. Mais pour Joe Biden, c'est pas quelque chose qui est décidé légèrement, là. D'abord, la peine de mort, si ça marchait, on le saurait. C'est sûr que ça peut être un exutoire, ou l'impression de se faire justice, mais c'est peut-être davantage une vengeance, peut-être une opinion personnelle, mais elle est partagée par bien des gens aux États-Unis. Ce n'est pas un désincitatif au crime. Si ça marchait, on le saurait. Il y a énormément de problèmes avec la peine de mort aux États-Unis parce que le système de justice est vastement imparfait. Lorsque vous êtes davantage plus pauvre ou dans certains États, le système de justice tend à vous traiter de manière beaucoup plus sévère. Et je vous recommande, vous avez un livre derrière moi, derrière mon épaule gauche, Just Mercy, l'histoire de Bryan Stevenson, où on voit à quel point la justice est infiniment plus sévère dans des cas où ce sont des Noirs qui sont mis en accusation, où ce sont des gens beaucoup plus pauvres, mal défendus par un avocat qui est imposé, qui n'est pas le meilleur avocat de la planète, là. Et ça tend à avoir une surreprésentation tellement que, en 2021, Alexandre, le ministre de la Justice, avait dit « Je suspends toutes les mises à mort parce qu'il faut aller revoir les cas parce qu'ils sont trop complexes. » Oui. Et la manière de mettre à mort pourrait être évaluée comme ce qu'on appelle dans la Constitution américaine cruelle et inhabituelle. Que ce soit la chambre à gaz, écoutez, il y a des cas où vous avez des moments où il faut s'y reprendre à 2-3 fois. Vous imaginez, on est proche de la définition typique de la torture à ce moment-là, comme si le fait de savoir qu'on avait rendez-vous avec l'aiguille n'était pas déjà au plan psychologique une torture elle-même. Mais là, il faut savoir que c'est que au niveau fédéral. Dans les États, il y a à peu près, de mémoire, la moitié des États où il y a la peine de mort, parce qu'on a un système criminel au niveau fédéral et dans les États. Et là, c'est très inégal aussi.
Je pense que le 3/4 des personnes mises à mort aux États-Unis sont dans 4 États, et là, vous ne serez pas surpris des noms, le Missouri, le Texas, l'Alabama et, que je vais me tromper, c'est l'Alabama, l'Oklahoma. Alors, des États très, très, très rouges. Et là non plus, il n'y a pas moins de crimes pour autant. Mais ici, Joe Biden, par ce pardon-là, vient de mettre ou de contribuer à essayer de faire bouger l'aiguille d'un débat politique. Et ça reste très intéressant. Ouais, il y aurait une chronique d'1 heure et demie, je pense, à faire au complet, Guillaume, sur le système judiciaire, le système carcéral aussi américain, là, le concept des prisons privées. Abus lucratifs. Abus lucratifs. Qui est passablement odieux. Et là-dessus, juste, tu sais que les peines, on a été capable de montrer que puisque les prisons privées sont payées par prisonnier fois le nombre de jours, bizarrement, on s'est rendu compte que les peines sont devenues beaucoup plus sévères parce qu'il y a quelqu'un qui profitait du fait qu'il y avait grand nombre de jours. Quand le chef de la prison fait du lobby pour avoir plus de prisonniers parce que ça le paye plus, vous avez déjà le verre dans la pomme qui corrompt le système. On en aurait long à dire là-dessus. Guillaume Lavoie, c'est toujours un plaisir. Joyeuse veille de Noël. On se reparle très bientôt. Joyeux Noël. Salut.